Bigot, pardon, vient d'arriver, Populophobie aux éditions Plomb. Pourquoi il faut remplacer la classe dirigeante française? Et toujours Bernard Havet avec nous, ancien principal des quartiers nord de Marseille et auteur du livre Principal de collège ou imam de la République aux éditions Kéro. Oui, et vous, hein, au 0826 300 300, appelez-nous jusqu'à 10h. Je sais qu'il y a déjà des auditeurs, mais peut-être avec vous, Guillaume Bigot, sur ce qu'on évoquait en fait tout à l'heure avec Bernard Havet, qui attendait justement aussi on parlait de la communauté éducative, mais aussi des réponses en fait des politiques. Et ce que vous dites dans votre livre, ça tombe bien, il sort en fait demain, et je vous le conseille. Vous dites que non, mais c'est vrai, on manque de réponses dans beaucoup de choses et que tout est monté un peu comme la marée. Là, on utilise en fait cette image de la marée montante pour le Covid. C'est exactement la même chose sur un tas de phénomènes dans la société qui déstructurent. C'est passé par les gilets jaunes avec une attente, mais aussi avec ce que l'on vit en fait aujourd'hui. Hein. C'est exactement ça. Et là, aujourd'hui, on est frappé par le djihadisme. On se rend compte qu'il est connecté à l'islamisme. On se rend compte qu'il est connecté à un certain nombre de gens qui sont complaisants. C'est un fil qu'on peut tirer, mais ça prend l'eau de partout, en fait. On pourrait faire la même analyse sur la dette. Plus vous essayez de rembourser la dette, plus elle explose. On peut faire la même analyse sur l'Union européenne, dont on attend qu'elle nous protège de la mondialisation, et en fait, elle l'accélère. On peut faire la même analyse sur l'immigration. On peut faire la même analyse sur tout. Et donc, je pense qu'une des formules clés du livre, c'est cette phrase pleine de bon sens d'Einstein qui dit ce n'est pas avec ceux qui ont créé les problèmes qu'on peut espérer les résoudre. C'est très simple. C'est-à-dire que je pense qu'il faut prendre un peu de hauteur, se rendre compte que là, ce qu'on vit sur la question de l'immigration, comme on dit, l'islamisme, etc., ça fait partie d'un paradigme, d'une boîte mentale. C'est-à-dire prenons l'état de droit. C'est très simple, l'état de droit. On nous a fait croire que la démocratie, c'est l'état de droit. Mais en fait, l'état de droit, c'est tout sauf la démocratie. D'abord, l'état de droit, c'est une vision extrémiste et totalement dévoyée des droits de l'homme, appelé le droit de l'homisme, qui se retourne contre les individus. Parce que je vous signale qu'au nom du droit de l'homisme, des juges, par exemple, ceux qui ont refusé d'expulser la famille de ce Tchétchène, à l'origine, c'était d'un droit sacré de la République. C'était protéger les gens qui luttaient protéger les gens qui étaient persécutés pour leur lutte contre la liberté. Aujourd'hui, que se passe-t-il? Les juges font rentrer en France des gens qui persécutent la liberté et qui vont persécuter les Français. Ils les font rentrer ou ils les acceptent. En tout cas, ils les expulsent pas, quoi. Ils les expulsent pas. Alors, il y a des mécanismes derrière, mais si vous voulez, je pense que le ver est dans le fruit profondément. Mais c'est une vieille histoire parce que, et monsieur est historien, tout au long de l'histoire, c'est le sociologue Wilfredo Pareto qui dit ça, c'est une formule très éclairante, il dit « L'histoire est un cimetière d'aristocratie ». Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire qu'une classe dirigeante, elle a une phase d'ascension, elle a une phase où elle a des privilèges, et elle a une phase où elle décline. Quand le général de Gaulle met sur orbite les énarques, ils vont porter la mondialisation, ils vont porter l'Union européenne, ils vont porter le remplacement, disons, de l'intérêt général par le bon plaisir individuel dans tous les domaines. Parce qu'on ne se raconte pas d'histoire. Il y a un paradigme aussi du marché, par exemple. Le marché, ça veut dire qu'on est étrillé par la Chine à travers l'Union européenne, mais ça veut dire aussi que dans les quartiers, c'est le modèle. Le bon plaisir individuel, je fais de la maille, comme disent les jeunes, je fais de la thune, etc. C'est le trafic de cannabis, par exemple. Et que ça correspond profondément au modèle qui est promu par cette classe dirigeante. Or, cette classe dirigeante, quand elle est mise sur orbite par le général de Gaulle dans les années 60, elle est pleine d'ardeur. Elle est jeune, elle croit à l'intérêt général et elle va faire des merveilles pour la France. Puis ensuite, vous avez une sorte de plateau, les années 80-90. Là, comme dirait Chateaubriand, on est sorti de l'âge des supériorités, on rentre dans l'âge des privilèges, 80-90. Et maintenant, on est dans l'âge des vanités. Voilà, maintenant, cette classe dirigeante, elle prend l'eau de partout. Vous faisiez allusion aux gilets jaunes, on peut faire allusion aux grèves, on peut faire allusion à l'Union européenne, on peut faire allusion à l'immigration, etc. Donc en fait, je prône, si vous voulez, ce qu'on peut appeler une révolution, non pas pour couper des têtes, non pas par la violence, puisque nous sommes installés dans une démocratie. Donc Dieu merci, on peut passer par les urnes. Mais il est temps, comme dans un mécanisme, si vous voulez, astronomique, de revenir au point de départ, de revenir sur nos bases. Il faut remettre l'église au cœur du village. L'état de droit, ce n'est pas possible. C'est le droit de la démocratie. C'est ce que le peuple décide. Et si le peuple décide contre les traités, il n'y a pas de traité. Il n'y a plus de traité. C'est comme ça. C'est très simple. Écoutez, là aussi, c'est quand même extraordinaire. On voit bien comment... Mais on va vous accuser de populisme, de céder en fait à des... Mais on aura raison. Seulement, je réponds que le populisme, d'une part,
c'est une réaction, ce n'est pas une action. C'est-à-dire que là, ce que nos classes dirigeantes nous ont fait croire, c'est que finalement, le peuple était devenu agressif et méchant à l'endroit des élites, qui s'en défiaient, que le peuple s'était abêti, et donc s'étant abêti, ils ne comprenaient pas ce que vous expliquait M. Legendre, on est trop intelligent pour eux, ils ne comprennent pas ce qu'on veut dire, etc. Mais il est temps de renverser ce discours. Moi, je pose la question, si vous restez à l'intérieur de ce paradigme du bon plaisir individuel, si vous continuez à croire que la laïcité, c'est la neutralité, si vous continuez à penser qu'on peut immigrer sans changer d'histoire, par exemple, parce qu'immigrer, c'est pas seulement changer de lieu, c'est changer d'histoire. Si vous ne renouez pas de manière révolutionnaire avec le point de départ de notre société, c'est-à-dire le manuel de Lavis, vous parliez des hussards noirs tout à l'heure de la République, qu'est-ce qu'on ouvrait dans le manuel de Lavis ? Lavis disait, il faut aimer la France parce que la nature l'a faite belle et l'histoire l'a faite grande. Si vous n'enseignez plus ça dans les classes, mais c'est foutu, mais bien sûr que c'est fichu, évidemment. L'idée même, pardon monsieur le proviseur, mais je pense que tout à l'heure il y a un petit calage, c'est-à-dire que Samuel Paty est un martyr. C'est quelqu'un qui a été martyrisé, assassiné, et à travers lui, tous les profs et même toute la République peut se sentir agressée et assassinée, mais ce n'est pas un héros. Un héros, c'est quelqu'un qui met sa vie en jeu et qui est prêt à mourir et à tuer. Ce n'était pas le cas de il a été prêt quand même quasiment à mourir, parce qu'il a continué. Il n'a pas été au feu. Les commandos marines, eux, ce sont des héros. Oui, mais il était un peu... Non, moi je le nomme en fait comme un fantassin de la République, les nouveaux fantassins de la République. J'admire M. Paty, mais il n'a pas volontairement engagé le combat. Vous voyez, il a été tué par des ennemis, et il était même dans une situation... Encore une fois, le but n'est pas de critiquer, parce que on doit respecter sa mémoire, et on est tous... finalement, on a tous été décapités. Enfin, notre société a été profondément atteinte. Donc il y a quelque chose de sacré dans sa mort. Soit je parle de martyr de la République ou de la France. Mais en réalité, M. Paty, qu'a-t-il fait ? Il a dit, je vais présenter des caricatures, et pour ne pas choquer, les musulmans peuvent sortir. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que là, on comprend aussi que cette attitude consistant à ne pas vouloir blesser, c'est perçu comme une marque de respect. Mais en fait, c'est tout sauf une marque de respect. Et les intéressés le sentent bien. Cette gêne, c'est une forme de racisme qui ne dit pas son nom, évidemment. Ça veut dire qu'on ne considère pas les musulmans comme des compatriotes à part entière. On considère qu'ils pourraient être agressés, qu'ils pourraient être choqués. Alors Bernard Ravet va vous répondre, et puis ensuite des auditeurs qui sont avec nous, 0826 300 300. Alors, sur le fait de faire sortir les élèves musulmans, moi, je suis et j'ai trop de respect pour ce qui s'est passé. Ça me fait poser question. Ça me fait poser question parce que quelque part, ça veut dire que l'exercice du programme écrit par la République, le prof est obligé de mettre un filtre, j'allais dire, de mettre une espèce de plexiglas pour éviter d'avoir des réactions. Alors, je dirais, il a eu le courage de garder le programme, mais d'autres, j'allais dire, n'ont pas ce courage-là. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui me paraît très important, et je reviens au problème de l'autocensure des profs, je pense que dans un pays qui est inscrit dans ces programmes, c'est pas, j'allais dire, c'est quand même un acte fort, un programme d'enseignement, que on met déjà les profs d'eux-mêmes. Mais il y avait un peu le verre dans le fruit dans un certain texte sur la laïcité fait par Najat Vallaud-Belkacem, qui disait certains points, on essaiera d'éviter que ça pose des problèmes à certains élèves. Ça a disparu, des programmes. Ça a été balayé. Je crois qu'aujourd'hui, on est bien dans ce problème-là. C'est que le poids de l'extérieur, la religion de Dieu, est rentrée de manière subreptice à l'intérieur du système. Alors, où c'est les élèves qui disent non, madame, vous n'avez pas le droit de parler du Coran en 5e parce que vous n'êtes pas musulmane et en plus vous êtes une femme. Il y a des profs qui disent non, c'est le programme et on fait ça. Mais ça veut dire aussi que le prof qui fait ça, il faut qu'il se sente soutenu par sa hiérarchie, par son ministère, par son institution. Et aujourd'hui, je veux dire, je pas trop pousser loin le débat, c'est de dire, est-ce que quelque part, on n'est pas en train de payer 30 ou 40 ans d'une société qui ne fait pas de l'enseignement le cœur peut-être du budget,
le cœur du budget, hein, mais qui, j'allais dire, se cache derrière la liberté pédagogique des profs pour éviter de prendre des positions. Ouais. Et moi, c'est un de mes soucis quand on parle de ces jeunes profs qui savent pas faire. Je dirais, on envoie des hussards sans armes. Et sans manuel du combattant. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'appelais des fantassins de la République. Allez, 0826 300 300 avec nous. Avec Sandrine qui est avec nous ce matin. Bonjour Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour à tous. Mais écoutez, je vous écoutais vraiment avec attention et je suis d'accord avec Monsieur Ravet. Oui. Je crois qu'à un moment donné, on s'est loupé à l'école. On a trop dégraissé. Il y a trop d'élèves par classe. Je pense que les instituts et les professeurs des écoles et les professeurs tout court n'ont pas le temps de faire du cas par cas. Oui. Je crois qu'ils n'ont plus le temps d'enseigner réellement. Hein. Oui. Parce que les gamins ne sentent pas français. Alors je comprends pas bien la deuxième génération. Moi, je suis la première génération de français. Oui. Mon père est né en Italie. Il me semble on s'est intégré. Mon père a bossé, s'est intégré. Enfin, je comprends pas bien. Moi, je me sens complètement démunie face à tout ça, vraiment. Ouais. Depuis 2015, on a des attentats tous les ans. On a des choses terribles. C'est tout le temps. Ces islamistes et on courbe les chines et on dit oui, mais il faut les comprendre. On cherche des excuses. Il y a des associations dans tous les sens, dans toutes les cités. Il y a un fric fou qui est mis. Je comprends pas, vraiment. Je comprends pas. Pardon. Et à contrario, dans nos écoles, au CP, les gosses, ils sont 30 par classe parce que nous, on ne double pas les classes. Alors qu'il y a des gamins qui sont vraiment en difficulté aussi. Et voilà, on écoute Gauvin vers les oubliés. Je crois qu'il décrit parfaitement la situation de nos campagnes, ce mec, ce chanteur dans son texte. De qui Gauvin. Ah oui, c'est vrai. Oui, complètement. Oui, complètement. Non, mais bien sûr. Et vous rejoignez ce que dit Bernard Ravet, hein, ce que dit en fait Sandrine aussi. C'est-à-dire, finalement, c'est une démission. Oui, alors moi, je me méfie beaucoup du discours sur les moyens. Je dirais. Non, mais justement, c'est ce qu'elle dit. Ce qui est réel, c'est qu'aujourd'hui, peut-être qu'il faut aller beaucoup plus loin. Alors là, on dépasse ce qui nous réunit ce matin. C'est de dire aujourd'hui, et je pense que ce qui s'est passé avec la continuité pédagogique et l'adaptation des enseignants au Covid, moi, me laisse à penser qu'il faut, sur les 10 ans qui viennent, réfléchir sur la forme de l'école et sur ses missions. Quand on sait que l'école est construite sur un système du 19e siècle où elle était le seul lieu de transmission du savoir, aujourd'hui, j'allais dire, un enfant de 13 ans a un tiers des savoirs qui viennent du système scolaire et l'autre est d'ailleurs. Et je pense qu'aujourd'hui, les enseignants auront de plus en plus un travail, et on rejoint une des problématiques qui est apparue dans le drame de Conflans, un travail par rapport à comment je fabrique des jeunes citoyens par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à la gestion de l'information. Je sais que vous êtes journaliste et que certains d'entre vous s'appliquent au moment de la semaine de la presse, mais je crois qu'il faut que ça soit quasiment la semaine de la presse permanente. Ouais. Voilà. Allez, on va continuer d'en parler dans un instant avec Yamina qui est en ligne avec nous. Bonjour Yamina. Dans un instant, juste après. Bonjour, restez avec nous. Et Guillaume Bigot est avec nous toujours. Et puis Bernard Ravet. Populophobie. Pourquoi il faut remplacer la classe dirigeante française? Tribune libre chez Plomb. Et toujours Bernard Ravet avec nous. Et vos appels 0826 300 300 avec Yamina. Sandrine qui est avec nous au téléphone, mais Yamina qui est avec nous maintenant. Oui, bonjour Yamina. Oui, bonjour. Merci pour ce que vous faites et merci de prendre à l'antenne. Oui, vous êtes enseignante, hein, c'est ça? Je suis enseignante à l'université. Je vais commencer par vous parler de quelque chose, de mon expérience personnelle à l'université, mais aussi mon expérience personnelle tout court. Ouais. Moi, je suis arrivée en France en 2002. Donc, je suis arrivée d'Algérie après 10 ans de guerre civile, menée par des islamistes, en l'occurrence sanguinaires.
et je sais de quoi je parle, je sais de quoi ils sont capables, ces gens-là. Et aujourd'hui, quand on reçoit des étudiants à l'étranger, c'est l'honneur de la France de recevoir des étudiants et de former des étudiants étrangers. Et quand je vois des filles arriver toutes belles, avec leurs cheveux à l'air, et au bout de 6 mois, 3 mois, 6 mois se voiler, on voit donc à quel état le prosélytisme, dans quel état justement la France est aujourd'hui. Le prosélytisme, l'état du prosélytisme islamique en France, parce que effectivement, quand on quitte un pays musulman ou de religion musulmane, en tout cas qui le revendique et qui le vit, et arriver en France, pays des libertés, pays qui a inventé un principe qui, pour moi, c'est le génie français justement. Le principe de la laïcité, c'est le résultat du génie français. C'est le résultat du génie français, c'est le résultat d'un processus historique qui a été tumultueux et ça s'est fait dans la douleur pour en arriver là, pour permettre à chacun justement d'avoir ou de ne pas avoir une religion, mais de vivre librement dans un espace commun, affranchi de toute influence religieuse ou culturelle. À chacun, ça veut dire, quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion, ça on s'en fout, excusez-moi, mais cet espace commun, il faut le préserver. Cet espace commun, justement, qui est la laïcité, qui fait de la laïcité, était accompagné aussi d'un processus d'intégration, d'un processus d'assimilation au principe de la République à la République. Ça veut dire, tu arrives avec ta culture, tu arrives avec tes origines, mais tu t'assimiles, tu t'intègres dans un creuset commun qui a ses principes, qui a ses valeurs. Aujourd'hui, la République justement par sa classe politique à dévoyer tout ça, en commençant par le principe de laïcité, en s'inventant de nouveaux principes, en parlant de laïcité inclusive, de laïcité ouverte, de laïcité je ne sais quoi d'autre. Non, le principe est clair et ferme, il faut l'affirmer, la laïcité est une. La laïcité est une. Et il faut absolument sauver la France, tout simplement, au-delà de la République, sauver la France, parce que la France aujourd'hui est en danger. La France aujourd'hui est en danger. On le voit partout. Comment peut-on accepter d'être arrivé là? Comment peut-on accepter que des enseignants s'autocensurent pour faire plaisir à telle ou telle communauté? C'est pas possible. C'est pas possible que la religion, justement, puisse prendre autant de terrain que la religion musulmane. Il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire, que la religion musulmane n'est pas les autres, que la religion musulmane ait pris autant de terrain. C'est justement ces renoncements, de dévoiement en dévoiement, les frères musulmans et les islamistes ont trouvé la brèche pour s'infiltrer et gangréner tous les espaces, l'université, l'école, l'hôpital, mais tous les espaces, toutes les administrations. C'est plus possible qu'on accepte de voir dans des écoles coraniques, et je ne dis pas que les musulmans ne peuvent plus apprendre le Coran, c'est leur liberté, mais de tout de même de voir, et tout le monde l'observe dans un déni total, des filles de 5 ans, 6 ans, 7 ans, aller dans ces écoles coraniques voilées de la tête aux pieds. Comment peut-on accepter, comment peut-on parler de liberté de la femme quand on voit des petites filles innocentes voilées de la tête aux pieds? On ne peut plus accepter ça. Il faut réaffirmer la France, il faut réaffirmer ses valeurs, il faut réaffirmer ses principes, il faut remettre tout ça dans l'ordre, parce qu'il s'agit de notre survie, tout simplement. Moi, aujourd'hui, je suis française, j'ai un amour profond pour la France, j'ai un amour profond, et je pleure quand je vois ce qui se passe aujourd'hui. Je pleure quand il se passe aujourd'hui. Vous ne pouvez pas savoir dans quel état j'étais vendredi. Vous ne pouvez pas savoir dans quel état j'étais vendredi. Mais Vous Yamina... savez, les décapitations, j'en ai vu. J'en ai vu. Des corps déchiquetés, j'en ai vu. Et je ne veux pas que la France en arrive là. Il faut arrêter. Il faut que ces politiques-là soient jugées un jour. Il faut arrêter avec l'invention de concepts où non, justement, je suis d'accord avec Monsieur Bigot, au nom des droits de l'homisme, au nom du droit de l'homisme, laissez les choses comment peut-on en arriver là, un état aussi délétère, à une déconstruction de la France? La France est grande. La France accueille tout le monde. La France accueille tout le monde.
Ouais. La France respecte tout le monde et on se doit, et à chacun doit respecter ce pays, respecter ce pays, le vivre en entier. Le vivre en entier, entièrement. Oui. Yamina, merci vraiment. On va partager votre coup de gueule en fait ce matin parce que vous dites les choses avec le cœur. Vous savez de quoi vous parlez aussi, et ça c'est particulièrement important. Guillaume Bigot. Madame est une Française de cœur, probablement aussi de droit, mais de cœur, et c'est le plus important. Et malheureusement, il n'y a quasiment plus que. Enfin, je dis pas quasiment plus, c'est pas exagéré, mais il y a beaucoup d'immigrés qui sont plus français que les Français parce qu'ils vibrent pour la France, et les Français ne vibrent plus pour la France. C'est assez simple en fait à comprendre. Maintenant, je pense que le poisson pourrit toujours par la tête. J'en reviens à la populophobie. Il y a nous sommes tous des mammifères en fait. On a une rationalité bien sûr, mais on appartient à un territoire. On peut chasser l'instinct. Ouais. Regardez, par exemple, certaines religions essaient de chasser l'instinct sexuel, mais c'est pour ça qu'il ne revient pas. Quand vous dites qu'il n'y a pas de sexualité, vous faites des obsédés sexuels. Bon. Là, quand vous dites qu'il n'y a pas d'appartenance à un territoire, vous dites qu'il n'y a pas d'hiérarchie. Par exemple, c'est faux en fait. Chasser l'instinct, il revient au galop. Donc qu'est-ce qui se passe dans les quartiers ? Les gens s'approprient les territoires, ils disent ici c'est le bâtiment B, nous c'est notre territoire à nous et on est face au bâtiment A. Donc les zinzins qui nous ont imposé la mondialisation, mais on peut en parler 5 minutes parce que si vous voulez, on est en pleine émotion. Oui, bien sûr. Mais si on prend un peu de recul et on est raisonnable, quelle est la trinité finalement ? Quels sont les dogmes de la classe dirigeante ? Parce que là, ils vont faire quelques concessions verbales, ils vont dire oui, peut-être, on a été un peu lâche, on a fait des concessions. Mais en fait, tout se tient. C'est un bloc, c'est un paradigme. Alors reprenons l'état de droit. On en a parlé. Donc ça veut dire que là, ils sont en train de fermer des mosquées, de dissoudre des associations. Ça veut donc dire qu'il y avait des mosquées à la connaissance des plus hautes autorités de l'État qui diffusaient une idéologie de haine. C'est ça qu'on comprend. Ils ferment des associations. Pire, le président Macron nous a expliqué qu'il fallait changer la loi parce que sinon on ne pouvait pas empêcher des collectivités locales, par exemple, de subventionner avec notre argent. On subventionne des prophètes de haine. Vous vous rendez compte ? Pourquoi ? Parce qu'ils sont à l'intérieur de leur boîte mentale qui s'appelle l'état de droit. Ils n'ont toujours pas compris qu'en réalité, l'état de droit, c'était un paradigme qui a été lancé après la Seconde Guerre mondiale, parce que sortait précisément de la Seconde Guerre mondiale, on voulait surprotéger les traités, qui étaient un peu comme des fleurs de montagne extrêmement fragiles, donc on les a entourés de toutes sortes de protections. L'Union européenne s'est enfournée là-dedans, si j'ose dire, et a dit, mais regardez, nous, nos traités sont supérieurs à la loi. Et donc ensuite, les juges, classe dirigeante, se sont enferrés là-dedans. Ils ont dit, bah oui, effectivement, on ne peut plus rien faire contre les traités, on ne peut plus rien faire contre les règles déjà en place, etc., etc. Et c'est comme ça. Deuxième paradigme, l'Europe. L'Europe signifie précisément, si vous voulez construire l'Europe, c'est pas une idée antipathique, mais si vous voulez construire l'Europe, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez détacher l'identité culturelle de l'identité, de l'espace politique et juridique. C'est ça que ça veut dire. Vous allez transformer une nation, faire un agglomérat de nations en faisant un duty free où tout le monde vient comme il arrive. En fait, vient comme chez McDo. Venez comme vous êtes. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que si l'Union européenne va jusqu'au bout, un Irlandais est chez lui en Italie, un Italien est chez lui en Irlande. Ouais. Donc, comment vous voulez assimiler des migrants dans ces conditions ? Vous m'expliquez ? C'est totalement impossible. Enfin, le marché, j'en ai parlé tout à l'heure, mais évidemment, c'est le bon plaisir individuel. C'est faire le plus de fric possible, ce qu'a d'ailleurs fait M. Macron chez Rothschild. Donc, c'est lui-même, il est la quintessence la plus absolue, la plus parfaite. Il synthétise, si vous voulez, cette classe dirigeante. C'est-à-dire, soit une noblesse. Ouais. La noblesse, c'est plus tirer l'épée pour défendre le roi. La noblesse, c'est faire de l'argent sur les marchés. C'est ça que ça veut dire. Et deuxièmement, vous pouvez avoir une noblesse de robe comme dans l'Ancien Régime, c'est-à-dire réussir l'ENA et ensuite devenir marquis, comte, etc. Si vous êtes inspecteur des finances. Voilà où on en est, si vous voulez. Il faut les chasser maintenant. Voilà. Bon, Populophobie, c'est votre livre, Guillaume Bigot, Tribune Libre chez Plomb. Merci d'être passé ce matin. C'est demain, évidemment, qu'il sera dans les kiosques, en fait. Votre livre est dans les bonnes librairies, bien sûr. Alors que Bernard Ravet, il est en poche, principal du collège ou imam de la République, parce qu'il est sorti il y a déjà 3 ans. Ça fait longtemps qu'il soulève en fait ces problèmes de laïcité et puis d'intégration et d'école un petit peu perdue, école perdue de la République, pourrait-on dire. Merci en tout cas d'être venu, ancien principal des quartiers nord de Marseille. Dans un instant, c'est Valérie Expert, Dédé Berkov sur le pont, évidemment, et on continue sur Sud Radio. Et ce soir,